De retour de la COP28, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci infiniment pour l'invitation d'être avec vous ce soir. Je suis ravie. Et moi aussi, c'est ma dernière conférence de l'année, donc on envoie du pâté. Hein. Écoutez, on va faire une conférence à la bonne franquette. On va avoir un temps d'échange après cette petite intervention. Donc n'hésitez pas, voilà, s'il y a des choses qui vous turlupinent, des choses qui n'étaient pas très claires, et on a le temps, donc prenons le temps, quoi. Alors, vous l'avez compris, on va parler des glaciers. On commence avec une petite vidéo de notre plus gros glacier français continental, la mer de glace. Et aujourd'hui, mon objectif, il est assez simple. C'est déjà de vous expliquer à quoi ça sert, ces glaciers, pourquoi est-ce qu'ils sont importants, ce que c'est que d'être glaciologue, ce n'est pas un métier ultra commun, et aussi de vous montrer qu'on a besoin de tout le monde pour les sauver, ces glaciers. On a vraiment besoin d'un sursaut collectif pour notre climat, pour notre planète et surtout pour nous. Donc j'espère arriver à remplir ma mission ce soir. Alors je voulais commencer par vous montrer d'où je viens. On l'a évoqué, la montagne, la Haute-Savoie. Et moi j'ai grandi dans ce petit village tout choupinou là, qui s'appelle Gruffy. Et Gruffy, c'est à côté d'Annecy. Là j'y retourne dimanche, là, je suis contente, ça fait 3 mois que j'y suis pas retournée. Et en fait quand on grandit à Gruffy, il n'y a pas grand-chose à faire. 1500 habitants, un village merveilleux quand même, entouré de montagnes, d'une nature extraordinaire. Et moi, quand on est petite, voilà, quand on grandit là-dedans, on n'a qu'une envie, c'est d'aller gambader, d'aller se balader. Et depuis que je suis toute petite, c'est vraiment ce qui m'obsède, de me réveiller tôt pour voir les animaux sauvages, essayer de grimper dans ces montagnes, d'aller jusqu'au sommet. Et ce qui s'est passé, c'est que je vous montre des photos de moi quand j'étais petite. Alors vous pouvez vous moquer de mes coupes de cheveux faites par mes parents. mais c'est vrai que quand on grandit dans ces beaux paysages, on peut que tomber amoureuse de la montagne, quoi. Et j'avais une grand-mère qui avait aussi un petit chalet dans les Aravis à la Clusaz. Et c'est vrai que mon enfance est vraiment bucolique, merveilleuse, parce que c'était que de montagnes et de randonnées. Et ensuite, quand j'ai eu 17 ans, j'ai vraiment fait une rencontre qui a changé ma vie. J'ai rencontré un guide de haute montagne, suisse, Hubert Créton. Et Hubert, je lui dis, oh là, c'est comment le métier de guide de haute montagne ? Est-ce que je me sens d'y aller ou pas ? Et il m'a dit, mais en fait, Heidi, oui, peut-être tu pourrais être guide, mais tu sais, il y a des gens, on les paye pour étudier les glaciers. Et on appelle ça des glaciologues. Et pourquoi est-ce que tu te lancerais pas là-dedans ? Et grâce à lui, Hubert, j'ai compris que voilà, ce monde des neiges éternelles, ce monde des glaciers, il était aussi accessible au commun des mortels si on faisait le choix, un peu bizarre, de devenir glaciologue. Et donc il m'a ouvert une porte, Hubert, il m'a ouvert une porte que je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'elle existait. Et grâce à lui, j'ai décidé de tout faire pour devenir glaciologue. Alors j'y suis un peu allée par des chemins un petit peu saugrenus. J'ai d'abord fait un lycée agricole. C'est là où j'ai pu rencontrer Hubert. Et ce lycée agricole, en fait, il m'a permis de garder ce contact avec la nature. Et puis ensuite, j'ai fait des études pour devenir glaciologue. Donc, comment on devient glaciologue ? J'ai fait des études d'abord en géographie. Et ensuite, je me suis enfermée dans l'entonnoir de la glaciologie. J'ai fait un master de la glaciologie, ensuite un doctorat en glaciologie. Et le tout premier glacier que j'ai étudié, je vous le montre parce qu'il est quand même ultra beau, c'est ce glacier-là. Et quand même, il envoie du bois, Glacier du Trien. En fait, c'est un glacier qui est dans le massif du Mont Blanc. Je ne sais pas s'il y a des randonneurs parmi vous, mais quand on fait le tour du Mont Blanc, en fait, on le voit, ce beau glacier. C'est côté suisse, en fait, à côté de la frontière franco-suisse. Et c'est un glacier, alors je vous montre une photo de lui, dans les années 1891. Parce que ce glacier, en fait, il a une histoire qui est complètement dingue. Ce qui est fou, c'est que à l'époque, les glaciers, là, dans les années 1890, ils ressortaient d'une période naturellement froide, naturellement neigeuse, qu'on appelait le petit âge de glace. Et les glaciers étaient plutôt contents. Vous voyez, regardez, il est quand même plutôt beau, même s'il a commencé un tout petit peu à reculer. Là, vous voyez, le glacier s'est décollé un tout petit peu de ces moraines, de ces tas de cailloux que le glacier a lui-même créé. Mais le glacier, il était quand même tellement énorme qu'à l'époque, on allait découper des blocs de glace du glacier du Trien. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, la glace du glacier, c'était ce qui nous permettait de préserver la nourriture dans les grandes villes.
En campagne, on avait des glacières, donc ces trous qu'on creusait dans le sol, on avait de la place. Mais dans les grandes villes, on n'avait pas ce luxe-là, en quelque sorte. Et donc, on allait carrément chercher des vrais morceaux de vraie glace pour préserver la nourriture. C'est dingue, hein? Et ces blocs de glace du Trien, ils venaient jusqu'ici à Paris. Donc, l'arrêt de métro glaciaire existe pour une bonne raison. Donc, imaginez la connexion de fou, quand même, qu'on a entre le glacier du Trien et Paris. Alors, moi, quand j'ai étudié le glacier, c'était pas en 1890, contrairement à ce que pensent mes étudiants régulièrement. C'était en 2010. Et en fait, la photo, ce qui est fou, c'est qu'elle est prise du même endroit, mais vraiment du même endroit. Et en fait, on voit, c'est un peu le jeu des 7 différences, là. On voit plein de choses qui ont changé. Bon, alors, bien sûr, il y a une photo en noir et blanc, une photo en couleur. Mais ce qui est dingue, alors je vous ai un peu délimité le glacier, hein. Vous le voyez en jaune ici. Donc voilà ce qu'il en restait en 2010. Le glacier, il est encore là, hein. Mais c'est vrai que ce qui reste, c'est juste des lambeaux, hein. Regardez-moi ça. Des lambeaux de glace posés sur la montagne. Ce qu'on voit aussi, ce qui est assez fascinant, c'est à quel point, en fait, à quelle vitesse la végétation colonise ces paysages. Là, j'ai des amis qui travaillent vraiment sur le sujet de ces nouveaux écosystèmes qui naissent alors que les paysages se désenglacent, notamment le glaciologue Jean-Baptiste Bosson. Et Jean-Baptiste, grâce à ces données scientifiques, il nous permet de comprendre que ces paysages-là, qui sont maintenant accessibles à l'homme, eux aussi, on doit les protéger. C'est une chose de protéger les glaciers, mais en fait, tous ces nouveaux écosystèmes aussi, on a besoin de les préserver parce que là-dedans, on a des sédiments, on a du sable, on a du remblai, peut-être qu'on pourrait peut-être penser à aller chercher, hein. Et donc, on a vraiment besoin de les protéger eux aussi. Et là, ce que vous voyez, en fait, c'est fascinant parce que c'est le super pouvoir des glaciers. Les glaciers, on le dit souvent que c'est les meilleurs baromètres du climat. Autant le CO2, les gaz à effet de serre qui augmentent dans l'atmosphère, nous, on ne les voit pas. Mais quand on voit la comparaison entre ces deux images, on comprend qu'il se passe quelque chose, quoi. Et ils rendent donc l'invisible visible, ces glaciers, hein. Le CO2, on ne le voit pas augmenter dans l'atmosphère, on le mesure, mais ce qu'on voit, c'est catégorique. C'est des glaciers qui se rétrécissent, qui se raccourcissent de plus en plus rapidement. Alors ces glaciers, ils sont déjà plutôt beaux, hein, ils sont toujours agréables à regarder, mais ces glaciers, ils sont aussi super importants. Et à votre avis, ça sert à quoi un glacier? À quoi ça sert? À part faire plaisir aux glaciologues? Hein? On est en petit comité, je vous pose la question alors. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on en a besoin de ces glaciers? C'est pour l'eau, tout simplement. Monsieur au fond? La montée des eaux, ouais. Ouais, complètement. À quoi ça nous sert? À quoi ça nous sert l'eau des glaciers? C'est de l'eau douce. En fait, un glacier, c'est tout simple, hein. J'aurais peut-être dû vous le dire, mais c'est de la neige. C'est de la neige qui s'est accumulée, qui s'est densifiée, compactée, qui s'est transformée en glace. Mais vous avez toutes les bonnes réponses au premier rang, là. C'est de l'eau douce. Et l'eau douce, en fait, et sans déconner, on en a plutôt besoin en ce moment. Et ces glaciers, donc naturellement, ce sont des machines. Là, on voit, il y a des petites rivières autour du glacier du Trien. Ce sont des machines qui, gratuitement, chaque été, nous donnent de l'eau douce. Et rien que pour ça, un glacier, c'est complètement magique. Alors, je vais vous montrer maintenant toutes les raisons pour lesquelles ces glaciers, on en a encore bien besoin. On va l'utiliser pourquoi, cette eau douce? Pour plein de choses. On va l'utiliser, alors beaucoup, si vous regardez la carte des barrages en France, c'est intéressant. Ils sont toujours connectés à des fleuves qui eux-mêmes sont connectés à de la neige ou de la glace. Et aujourd'hui, dans la vallée de Chamonix, on va récupérer l'eau sous les glaciers, l'eau de fonte pendant l'été. Il y a 3 glaciers principaux, la mer de glace, le glacier du Tour, le glacier d'Argentière. Et c'est le glaciologue Luc Moreau qui s'en occupe particulièrement bien. Et ce qu'on fait, on prend l'eau et on va la turbiner. Et ça nous donne suffisamment d'énergie pour donner de l'électricité à l'équivalent de 250 000 ménages pendant 1 an quand même. Donc c'est quand même pas mal ce que les glaciers nous permettent de produire. C'est de l'eau qui va aller donc dans nos fleuves. Pensez au fleuve du Rhône, qui est quand même le plus grand fleuve français en termes de débit. Et le Rhône, pendant l'été, il est plutôt content, croyez-moi, d'avoir de l'eau des glaciers. Quand il pleut pas et qu'il n'y a plus de fonte des neiges, une grande partie de l'eau du Rhône, elle vient d'où? Elle va venir des glaciers. Et en France, on est en train de se rendre compte que l'eau du Rhône, qui commence donc en Suisse, elle est particulièrement précieuse. Parce que le bassin Rhône-Méditerranée en France, c'est déjà le premier bassin agricole en France. Ça va jusqu'à la Camargue, en termes de volume de production. Qu'est-ce qu'on a aussi le long du Rhône?
toute l'industrie. On a aussi des centrales nucléaires. Et ouais, pendant l'été, on a besoin que le débit du Rhône il soit quand même maintenu. Et je vais vous donner un chiffre qui est assez terrifiant. C'est qu'en 2003, pendant la grosse canicule qu'on avait eue, qui avait duré bien longtemps, il y avait eu un calcul qui avait été fait à un endroit donné sur le Rhône qui nous disait que 40% des eaux du Rhône venaient des glaciers pendant la canicule. Donc crucial d'avoir ces glaciers. Voilà, je vous ai montré de l'irrigation et aussi le tourisme, bien sûr. C'est vraiment des milliards qui sont générés par le tourisme. Et c'est vrai que de moins en moins, on fait du ski l'été sur les glaciers. Alors là, ça devient impossible. La Plagne abandonne son glacier parce qu'évidemment, ils peinent à voir ces glaciers. Donc là, je vous remontre notre petite mer de glace. Alors, la qualité n'est pas dingue parce que c'est une petite webcam qui est installée à côté du Montanvert. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. Qui est allé voir la mer de glace déjà parmi vous? Il y a longtemps? Ah ouais. Bah là, vous êtes pas mal à y être allé. Ah ouais, années 80, donc vous aurez un petit choc au système. Bah là, je vous montre justement la webcam donc, a été installée en 2007. Et donc, c'est Jean-Michel Fried qui s'occupe de faire un super petit time-lapse qui vous montre, voilà. En fait, cette mer de glace, certes, elle se raccourcit. Bon, là, on rembobine, donc elle reprend pas du poil de la bête. Mais on a vraiment une perte de longueur et une perte d'épaisseur de la mer de glace aussi. Et donc, elle est un peu attaquée par tous les bouts. Et ce qui la mine, cette mer de glace, c'est vraiment l'été. C'est vraiment les températures d'été. Parce que ça pourrait être les quantités de neige aussi qui changent. C'est la nourriture pour les glaciers, cette neige. Mais on se rend compte que dans les Alpes, c'est vraiment les températures d'été qui les affectent particulièrement. Et là, on n'est pas sur la bonne trajectoire du tout pour ces glaciers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si on reste sur la trajectoire actuelle, il y a quand même des efforts qui sont faits, notamment chez nous en France, pour réduire nos gaz à effet de serre et réduire nos émissions. Mais si on reste sur cette trajectoire actuelle, on peut perdre la majorité des glaciers des Alpes dans les prochaines décennies. Là, les 2 dernières années, en Suisse, les glaciers ont perdu 10% de leur volume. Même les pires de nos modèles ne prévoyaient pas ça, quoi. Donc les choses se passent très vite. Et non seulement ces glaciers, ils fondent, ils perdent de l'épaisseur, mais on se rend compte que ces glaciers, ils peuvent aussi réagir de façon abrupte, de façon extrêmement violente et rapide au changement climatique. Et là, je vous montre alors des vidéos qui ont été prises dans les Dolomites, donc la partie italienne des Alpes. J'y étais là il y a quelques semaines pour tourner Échappée belle. C'était très chouette. Et on parle de ça pendant Échappée belle. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais je vous tiendrai au courant. Et en fait, dans les Dolomites, il y a le massif de la Marmolada. On appelle ça la reine des Dolomites. C'est le sommet le plus haut des Dolomites, 3600 si je me souviens bien. Et en fait, sur ce sommet, il y a le glacier de la Marmolada. Et le glacier de la Marmolada, où qu'on soit presque dans les Dolomites, on le voit. En fait, il scintille à l'horizon. C'est magnifique comme glacier. Et c'est un glacier qui a la réputation depuis toujours d'être plutôt calme. Le glacier, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, il y a beaucoup d'alpinistes qui vont traverser le glacier de la Marmolada pour aller au sommet des Dolomites. Et en fait, ce qui s'est passé l'été dernier, donc l'été 2022, au mois de juillet, imaginez-vous, on est un dimanche, ça fait à peu près 3 semaines qu'il y a une canicule extrêmement violente dans les Dolomites. C'est comme si on avait braqué un radiateur en fait sur ces glaciers. À 3000 mètres d'altitude, il fait plus de 10 degrés, ce qui est vraiment pas très bon pour ces glaciers. Et vu qu'on est dimanche, il y a plein de randonneurs, il y a plein d'alpinistes qui, naturellement, ont eu envie d'aller au sommet de la Marmolada. Et se passe quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Une partie de la Marmolada s'effondre et on a 60 000 tonnes d'eau et de glace qui s'effondrent. À cet instant-là, 11 morts sur les images que vous voyez. Et en fait, ça, personne ne l'avait prévu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le gardien du refuge, ça faisait quelques jours qu'il entendait des craquements, qu'il entendait des bruits, mais il ne savait pas d'où ça venait. Et en fait, vous allez le voir. Alors ça, on a l'impression que c'est un barrage qui a rompu ses vannes, mais en fait, le tout petit glacier là-haut a accumulé de l'eau de fonte pendant des jours et des semaines. Et cette poche d'eau, au bout d'un moment, elle devient tellement lourde que la glace n'arrive plus à la tenir et tout s'effondre. Alors, ils ont l'air très cool comme ça, mais je pense qu'ils ont eu un choc total. En fait, des fois, on ne sait pas comment réagir quand on ne comprend pas ce qui se passe. Mais ça a été absolument terrible. Là, quand on était avec Échappée belle, on a interviewé les guides, on a interviewé les personnes qui sont allées chercher malheureusement les victimes de ça. Ça, c'est un événement ultra traumatisant. Et donc, il ne faut pas oublier que chez nous aussi, dans les Alpes, le changement climatique, il tue.
Et c'est ça qui est très fort à comprendre, qui est très important de comprendre, c'est que nous, quand on étudie les glaciers, c'est pas que pour étudier les glaciers, c'est pas que pour étudier nos réserves en eau, c'est aussi parce que derrière ces glaciers, il y a des vies humaines. Et donc c'est pour ça qu'on continue à les surveiller, que maintenant on les instrumentalise beaucoup plus, ces glaciers. Et en fait, c'est super compliqué de savoir ce qui se passe dans les glaciers, sous les glaciers. Il faut avoir les 2 pieds dessus et les percer, voire faire des sortes de rayons X des glaciers. Et là, aller faire des rayons X d'un glacier qui est vraiment un glacier ultra abrupt, ultra difficile d'accès. Donc là, c'est pas étonnant qu'on ne savait pas ce qui se passait sur le glacier suffisamment en avance. Et ces glaciers, je vous l'ai dit, ils fondent, ils s'effondrent, mais parfois, on a l'impression qu'ils ne disparaissent pas assez vite, et donc on leur donne un petit coup de main, on essaye d'accélérer encore plus cette fonte. Alors, je suis ironique, évidemment. Là, on a vu des images ces derniers temps dans les Alpes qui n'ont aucun sens, d'après moi. Ce que vous voyez ici, c'est en France, en fait. En France, on va creuser, on va gratter les glaciers à coups de bulldozer. Alors, parfois, on le fait pour préparer des épreuves sportives de la Coupe du monde de ski, notamment, on l'a vu à Zermatt ou en Autriche. On place des bulldozers et on les décapite, ces glaciers, on s'en fiche un peu. Et en France, là, ce qui s'est passé, c'est à la Mège-la-Grave, qui est vraiment en plus un peu le symbole de la montagne libre. C'est vraiment un endroit privilégié, en quelque sorte, où il y a quelques skieurs de ski de rando qui y vont. Et là, on décide de rallonger le téléphérique qui existe déjà et de le remplacer par un téléphérique un peu plus performant. Mais aujourd'hui, c'est intolérable qu'on se permette de faire ça, ces écosystèmes. C'est un peu comme s'ils avaient un cancer au stade 4, ces glaciers, quoi. Donc, arrêtons d'y aller à coups de bulldozer. Et ce qui est génial, c'est que depuis ces images et depuis la révolte des alpinistes et des scientifiques, le gouvernement français a décidé de placer la totalité des glaciers français sous un statut de protection forte, c'est-à-dire que tout ça, on oublie. Donc on a des bonnes nouvelles, mine de rien. Ça s'est passé pendant le sommet polaire, il y a quelques semaines, il y a un mois tout pile. Et donc c'est chouette de voir que ça va éviter ça. Ça évitera pas aux glaciers de fondre, ça c'est clair, ce statut de protection. Mais au moins, ça évite des choses qui n'ont pas beaucoup de sens, comme ces bulldozers sur ces glaciers. Alors aujourd'hui, on sait que le climat, il change de façon plus du tout naturelle. Mais le climat, en fait, il a toujours changé. Et ça, je voulais vous raconter une petite histoire. On sait que notre climat, il a toujours changé, notamment grâce à ce monsieur, ce très grand monsieur, qui s'appelle Claude Lorius. Claude Lorius, malheureusement, il est disparu. Il est décédé en début d'année. Mais Claude Lorius, c'est Yoda en glaciologie. C'est franchement une légende absolue. C'est lui qui nous a permis de comprendre que si on va chercher de la glace en Antarctique ou au Groenland, cette glace, ces carottes de glace, elles vont nous permettre de reconstruire le climat sur des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Et donc Claude, quand il avait la vingtaine, quand il était tout jeune, on lui a proposé de partir en Antarctique, de partir faire des hivernages en Antarctique. Mais à l'époque, partir en Antarctique, c'était pas très romantique. Quand on partait en Antarctique, on partait dans la base Charcot. Et la base Charcot, sans déconner, c'était un petit cagibi, creusé dans la glace. Et donc, il est parti avec 2 autres hommes, 2 autres scientifiques, pendant un hivernage, pendant plus d'1 an. Et ce qu'on lui a demandé, c'est d'analyser la glace, donc chimiquement, d'aller chercher les isotopes dans la glace de l'Antarctique. Mais en fait, Claude, et d'où la photo en haut à droite, il avait une petite habitude, comme tous les scientifiques qui se respectent, c'est qu'il se buvait un petit apéro tous les soirs, parce que les conditions étaient assez rudes. Et en fait, dans son verre de whisky, la légende raconte que Claude avait mis des petits morceaux de glace naturelle de l'Antarctique. Et en regardant dans son verre les petits glaçons qui commencent à fondre tout doucement, en fait, il remarque que ces glaçons, ils sont pleins de bulles d'air. Et que lui, on lui a parlé de la glace de l'Antarctique, mais on ne lui a pas parlé de ces bulles d'air. C'est quoi ces petites bulles d'air ? Et en fait, il a compris que quand on va chercher des carottes de glace, donc voilà à quoi ça ressemble des carottes de glace, et quand on les saucissonne, en fait, c'est ça de la glace de glacier. Si vous êtes allé dans la grotte de la mer de glace, peut-être que vous l'avez remarqué, qu'il y a des milliards, des trilliards de petites bulles d'air. Et en fait, ces petites bulles d'air, comment elles se sont retrouvées là ? C'est tout simple. Quand les flocons de neige ils tombent sur la mer de glace ou sur l'Antarctique, et avec leurs petites branches, les flocons de neige, ils coincent des petits morceaux d'air, des petits morceaux d'atmosphère. Et au bout d'un moment, tout ça, ça se tasse. Et au bout d'un moment,
ces petites bulles d'air, elles se retrouvent prises au piège. C'est génial, hein? Et donc Claude, il s'est dit, mais attends, moi on me dit que la glace, elle est très ancienne en Antarctique, mais ça veut dire que ces petites bulles d'air, elles sont très anciennes. Et donc il a eu l'idée de créer une nouvelle branche de la glaciologie, d'analyser ces petites bulles d'air, parce que dans ces petites bulles d'air, qui peuvent avoir des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers d'années, eh ben, il y a du CO2, il y a du méthane, il y a des gaz à effet de serre. Et si on est capable d'analyser les concentrations de gaz à effet de serre, on peut reconstruire les changements climatiques passés. Et donc, je vais vous montrer un petit graphe, je vous promets. Hein, je n'ai pas mis beaucoup de graphes ce soir. Mais ce petit spaghetti, là, il est super important. Ce que vous avez, grâce à Claude ici, c'est la reconstruction de l'histoire de notre planète sur 800 000 ans. Et donc, vous avez 800 000 ans, je suis désolée pour celles et ceux qui sont un peu sur le côté. Sur la gauche, vous avez 800 000 ans. Et sur la droite, vous avez jusqu'à aujourd'hui. Et le petit spaghetti, là, il vous montre les concentrations de CO2 dans l'atmosphère, reconstruites grâce aux petites bulles d'air. Et comment on date finalement l'âge de ces petites bulles d'air? Il y a plein d'astuces. On utilise la glace en elle-même et les changements d'isotope d'oxygène. Voilà, ça nous donne une bonne idée de l'âge de la glace. Ça nous donne aussi une idée de la température. Et parfois, on a des marqueurs dans ces carottes de glace. On peut avoir des cendres volcaniques, même en Antarctique, qui viennent de très loin. Donc, on peut les dater. On peut avoir aussi des changements de composition chimique de la glace. Mais aussi, on peut compter, je vais vous remettre la petite image d'avant, on peut compter un peu comme les cernes d'un arbre. On peut compter l'âge de la glace, parce qu'à chaque chute de neige, à chaque année de chute de neige, ça nous donne une couche. Et donc, on peut compter l'âge de la glace, parfois grâce à des rayons X quand ça devient un peu trop tassé. Et donc, revenons à nos moutons. Notre petit spaghetti, vous voyez que sur 800 000 ans, oui, les concentrations de CO2 ont toujours changé, en fait. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Quand il y avait beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, il faisait chaud sur Terre, naturellement. Quand il n'y avait pas beaucoup de CO2 et que ça replongeait, génial, on avait un petit tache de glace sur Terre, on avait des grandes calottes polaires, des calottes glaciaires qui se développaient. Et aujourd'hui, on arrive très bien à l'expliquer. Pourquoi est-ce que le climat changeait avant ? On sait que c'est dû en grande partie à l'interaction entre la Terre et le Soleil. Pour simplifier à mort, parfois, vous savez, la Terre tourne autour du Soleil et parfois la forme de l'orbite change. Parfois la Terre, j'exagère un tout petit peu, mais s'éloigne un tout petit peu du Soleil. Parfois elle s'en rapproche. Et donc ça, c'est des cycles qui durent à peu près 100 000 ans. On sait aussi que vous savez que la Terre, elle tourne sur elle-même avec un angle. Cet angle, parfois, il varie un tout petit peu. Donc ça change là où le Soleil va taper sur Terre et ça va influencer tout ce qui se passe sur la planète, dont le cycle du carbone. Et aussi la Terre, donc elle tourne sur elle-même en forme de toupie. Parfois, cette forme de toupie, elle est très large. Parfois, elle est un peu plus rapprochée. Tout ça, en fait, c'est des cycles qui vont entraîner des mécanismes sur Terre qui vont bouleverser le CO2 que l'on a sur notre planète. Et donc, le climat a toujours changé. Il y avait des périodes avec beaucoup de glaciers, des périodes avec pas beaucoup de glaciers. Mais le truc, c'est que, oui, ça nous fait une belle jambe de savoir que le climat changeait il y a 800 000 ans, mais il n'y avait pas grand monde. Nous, on a commencé à arriver... Voilà, alors c'est en train de changer. Là, il y a des nouvelles études qui viennent de sortir que Homo sapiens sapiens serait peut-être arrivé un peu plus tôt qu'on le pensait. Mais voilà, apparition des premiers humains. Et puis ensuite, ce qui se passe, c'est que l'ère industrielle commence. Et nous, c'est vraiment un marqueur pour nous, cette référence de l'ère pré-industrielle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on en est là aujourd'hui. Et donc là, forcément, quand on met les changements climatiques en relief sur 800 000 ans, oui, forcément, ce qui se passe en ce moment est terrifiant. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, alors on arrive à reconstruire le climat maintenant sur des périodes beaucoup plus longues. On sait que ça fait à peu près entre 3 millions et 16 millions d'années qu'on n'a pas eu autant de CO2 sur Terre. Et en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que oui, maintenant, on est 8 milliards sur Terre. Donc quand on bouleverse l'équilibre de l'atmosphère, quand on bouleverse la concentration des gaz à effet de serre, ça impacte beaucoup, beaucoup de monde. Donc, ouais, ça a commencé dans les années 60-70, ouais, où on commençait à avoir des super données sur ce qui se passait, ouais. Et en fait, votre question, elle est géniale parce que ça me fait une transition de fou par rapport à ce que je vais vous montrer ensuite. Parce que c'était vraiment une période où les glaciologues commencent à comprendre les changements climatiques passés naturels et les changements climatiques présents plus naturels. Mais c'est aussi au même moment, et c'est fascinant,
que l'industrie du gaz et du pétrole se réveille aussi. Alors là, je vais vous montrer un petit slide. Alors, il y a plein d'informations, mais aujourd'hui, c'est donc indiscutable que notre climat change parce qu'on brûle les énergies fossiles, donc du gaz, du pétrole et du charbon. Et c'est ce que dit le GIEC très très bien. Mais c'est aussi ce que disaient dans les années 70 les géants pétrogaziers, notamment Exxon. Et là, je vous montre ce petit graphe croustillant qui a été écrit, qui a été pondu par les scientifiques de Exxon. Donc ExxonMobil, énorme géant pétrogazier. Et en fait, les scientifiques d'Exxon, on leur avait demandé qu'est-ce qui risque de se passer si on commence à brûler de plus en plus de gaz, de charbon et de pétrole. Et donc, c'est ce qu'ils avaient calculé. Alors, le graphe, il est old school, parce que années 70. Donc, vous avez les années en bas, années 60, 80, 2000, 2020, quand même. Donc, ils étaient allés jusqu'à la fin du siècle. Et ici, vous remarquez les ppm de CO2, les concentrations de CO2 dans l'atmosphère, et l'équivalence de température, tout à droite. Et ce qui est dingue, c'est que ces scientifiques, ils étaient super brillants. C'est qu'ils le savaient dès les années 70, mais bien avant, que plus on brûle d'énergie fossile, plus les températures vont augmenter, plus les concentrations vont augmenter dans l'atmosphère. Et regardez où on en est là. Et ils étaient quand même super forts. Impressionnant. Et franchement, on peut quand même les féliciter, quoi. Parce qu'ils ont mis en place une campagne de désinformation sur les conséquences de brûler du gaz, du charbon et du pétrole, particulièrement efficace, qui est encore très efficace aujourd'hui. Là, je reviens de la COP28, ils sont encore impeccables, assez impressionnant, et c'est bouleversant en quelque sorte, à quel point on se fait manipuler, à quel point on se fait bouffer par les mensonges de l'industrie fossile encore aujourd'hui en 2023. Donc ça fait longtemps qu'on le sait, que voilà, plus on les crame ces énergies fossiles, plus on détruit l'humanité finalement, plus on menace la survie de notre civilisation tout entière. Il n'y a pas eu d'alerte. En fait, franchement, il y a des documentaires incroyables là-dessus. La fabrique du mensonge ou la fabrique du doute. Il y a des livres qui s'appellent Les marchands de doute aussi. Parce que l'idée, un peu comme l'industrie du tabac l'a très bien fait, l'idée c'était de créer du doute. Donc c'est-à-dire de dire, mais en fait les scientifiques ne sont pas tout à fait sûrs. Nous les scientifiques en plus, on parle que de marge d'erreur, on n'est pas tout à fait sûr, mais en fait on est sûr à 99% de ce qui se passe, mais nous on se concentre toujours sur les 1%. Et aux États-Unis, ils étaient allés jusqu'au point de dire, non mais ça c'est dingue, à quel point c'est du bon marketing. Ils avaient dit, s'il y a du pétrole dans le sol, c'est que Dieu veut qu'on utilise ce pétrole. Non mais c'est dingue quand même. Donc ouais. Et les dinosaures et tout ça, ouais, exactement. Donc c'est fou quand même, à quel point ils arrivent à nous manipuler. Et du carbonifère, ouais, carbone, exactement. Donc assez impressionnant quand même ce qu'ils ont mis en place à l'époque. Et ils nous saoulent bien, en tout cas, ces lobbies du gaz et du pétrole. Donc revenons à nos petits glaciers. Et je voulais vous faire voyager un petit peu plus loin, si vous êtes d'accord. On a commencé dans les Alpes. Maintenant, je voulais vous emmener là où j'habite une partie de l'année. Aux grandes dames de ma famille, malheureusement, je passe une bonne partie de l'année tout au nord, donc dans l'Arctique. L'Arctique, c'est une région qui est un peu mystérieuse parce que l'Arctique, c'est avant tout un océan. Vous le voyez ici, regardez-moi ça. Là, le pôle Nord est quelque part par là. Et cet océan, il est entouré de terre. Là, vous reconnaissez, la Sibérie, Kamchatka, vous avez l'Alaska, vous avez les parties canadiennes, le Groenland, l'Islande, la Scandinavie, Novaya Zemlya, Franz Josef Land. Et sur cet océan, vous avez ce petit nuage blanc, qui n'est pas un nuage, en fait, c'est de la banquise, ce qu'on appelle la glace de mer. Donc, c'est présent en permanence sur l'océan glacial arctique. Et moi, voilà où j'ai commencé une grande partie de mes études en glaciologie, où j'ai fait mon Erasmus, c'était assez cool, et où j'ai fait mon doctorat et où j'habite maintenant une partie de l'année. C'est là-haut, sur ce petit archipel ici, qui s'appelle le Svalbard ou le Spitsberg. En France, on dit plutôt Spitsberg, c'est le nom de la plus grande île. Et le Spitsberg, c'est magique. Le Spitsberg, c'est incroyable, c'est le paradis des glaciologues. Voilà à quoi ça ressemble quand on met le nord vers le haut. Donc là, il y a quelques petits nuages, là, vous voyez, qui se baladent. Mais vous voyez les terres ici, et les terres sont recouvertes en grande partie de glaciers. 60% du territoire, c'est des glaciers, donc trop bien. Le sol est gelé, c'est du permafrost. Pendant l'hiver, on a de la banquise qui vient dans tous ces fjords-là,
qui vient colmater un petit peu les trous. Et c'est le monde de Narnia, moi je trouve, le Svalbard. Quoi. Ça ressemble à ça, donc je vous montre quelques petites photos. Ça, c'est ce qu'on voit depuis les salles de classe de l'université. Donc c'est pour ça que les étudiants sont un tout petit peu distraits quand on leur donne des cours. Mais vraiment, c'est la vue qu'on a depuis les salles de classe. Et là, vous voyez, c'est un paysage qui est assez surnaturel. En fait, il n'y a pratiquement pas de végétation. Il y a 6% de végétation. Donc, il y a des arbres, mais les arbres, ils sont comme ça. Voilà, ils ne sont pas très grands. Et donc, c'est un endroit magique pour pouvoir étudier la géologie. Et en fait, il y a toujours eu une histoire scientifique au Svalbard. Parce que malheureusement, toutes ces couches géologiques que vous voyez ici, là, toutes ces strates, c'est les mêmes strates que l'on a dans la mer de Barents, entre le nord de la Norvège et le Svalbard, où c'est blindé d'énergie fossile. Donc au Svalbard, l'avantage, c'est qu'on étudie ces couches géologiques les pieds au sec, mais ça nous permet de comprendre là où, en quelque sorte, où sont les réserves d'énergie fossile dans l'océan, dans la mer de Barents, au nord de la Norvège. On a aussi, alors il n'y a pas de communauté autochtone au Svalbard, ça a toujours été une sorte de no man's land. Les pays se sont souvent disputés le Svalbard et en fait ça a été donné à la Norvège suite aux accords de Versailles, quand la Norvège était un pays misérable, même ce qui était sous la coupelle de la Suède à l'époque. Et ensuite, la Norvège a pris son indépendance. Et aujourd'hui, la Norvège est très contente d'avoir le Svalbard, parce que ça lui donne vraiment une énorme zone économique dans l'Arctique, un vrai pied tout au nord, à 1000 km du pôle Nord. Donc, il n'y a pas de communauté autochtone, mais finalement, il y a des habitants qui sont tous plus surprenants les uns les autres. Alors, c'est pas ma photo, c'est une photo de National Geographic qui est assez extraordinaire. Mais en fait, là-haut, au Svalbard, on dit souvent qu'il y a plus d'ours polaires que d'habitants. Bon. Ces ours polaires, ils sont toujours en vadrouille, ils sont toujours à bouger, à se déplacer. Donc, à voir, voilà, s'il y a plus d'ours polaires que d'habitants. Mais c'est vrai que ces ours, ce sont véritablement les autochtones, finalement, du Svalbard. Et j'adore cette photo parce qu'elle vous montre que l'ours polaire, c'est Ursus maritimus. Donc, c'est un animal marin. Et c'est un animal qui a besoin de la banquise. Là, vous voyez à quoi ça ressemble, la banquise. C'est une banquise qui n'est pas très épaisse, là. Mais c'est un animal qui utilise la banquise pour se déplacer, pour chasser les phoques, notamment. Et sa nourriture principale, c'est les phoques, les bébés phoques qui prennent naissance au mois de mars, au mois d'avril. Alors, pourquoi je vous parle du Svalbard ce soir ? C'est parce que finalement, ce monde merveilleux, ce monde extraordinaire, aujourd'hui, c'est l'endroit qui se réchauffe le plus vite sur Terre, malheureusement. Donc cet environnement extraordinaire, on est en train de le perdre. Tout est en train de partir, tout est en train de s'effondrer au Svalbard. Là, je vous montre tout un tas de photos, des photos qui vous montrent les événements qui se sont passés ces derniers mois, ces dernières années. Mais au Svalbard, alors pour vous donner une petite idée de l'augmentation des températures, vous savez, sur Terre, depuis l'ère pré-industrielle, on a augmenté le thermostat globalement sur Terre de 1,2 degré à peu près. On est vraiment en train d'accélérer tout ça. Au Svalbard, il n'y a pas besoin de remonter si loin. Depuis les années 60, on a gagné 6 à 7 degrés. Vous vous rendez compte ? 6 à 7 degrés. Donc là, c'est pas comme si le Svalbard avait la fièvre, quoi. Là, c'est vraiment la folie. Et vu que tout est fait de neige et de glace, que le sol, c'est du permafrost, tout est en train de bouger. Donc on a beaucoup de glissements de terrain. Alors l'avantage, c'est qu'on n'a pas grand monde, vous allez me dire. Mais on a quand même beaucoup de glissements de terrain. On a beaucoup de changements de précipitations aussi. C'est pas que les températures. On n'a jamais eu autant de neige, mais aussi jamais eu autant de pluie. Moi, j'ai vécu des hivers où il pleuvait en plein hiver. Et quand il pleut en plein hiver, déjà, il fait nuit 24 heures sur 24, donc c'est horrible. On a l'impression de ne pas s'en sortir. Mais surtout quand il pleut sur du permafrost, sur du sol gelé, en fait, ça fait une couche de glace, mais qui peut être super épaisse un peu. Ça peut faire 10 à 20 cm d'épaisseur et on ne peut plus se déplacer, quoi. Moi, j'ai des souvenirs quand j'étais jeune étudiante à mettre mes crampons d'alpinisme pour aller à l'université, quoi, avec des crampons comme ça, quoi. Parce que sinon, on ne pouvait pas se déplacer. Donc, ça devient compliqué d'habiter là-bas. Ça devient très compliqué. Parce que là-bas, on se rend compte ce qui se passe quand on augmente le thermostat très rapidement. On se rend compte que cette nature, elle nous éclate. Que si on continue à la titiller, elle nous aplatit, cette nature. Et là, l'événement le plus traumatisant qui a eu lieu au Svalbard ces dernières années, c'est ça, c'est horrible ces images, mais c'est qu'en fait on n'a jamais eu autant de pluie, mais aussi jamais eu autant de neige, et que le petit village où j'habite, c'est 2500 habitants, dans une vallée très étroite, et les montagnes, elles entourent la ville, donc on est vraiment à flanc de montagne, et ce qui s'est passé à 2 reprises, en 2015 et 2017, c'est qu'on a eu des avalanches
Donc ça, c'est affreux, ça c'est au mois de décembre, donc il fait nuit 24 heures sur 24. C'était un dimanche matin. Donc tout le monde était en pyjama, en famille, en train de manger un petit déjeuner. C'était vers 10 heures. Et tout d'un coup, après une semaine de tempête, une semaine de blizzard, une partie de la montagne s'effondre. Et donc énorme avalanche qui souffle toute une rangée de maisons, mais vraiment comme un bowling en quelque sorte, comme des quilles de bowling. Et les gens se retrouvent chez eux, regardez-moi ça, dans leur cuisine, dans leur salon, dans un sarcophage de neige. Et heureusement, la ville, les habitants ont l'habitude d'accidents, de situations compliquées. Mais là, tout le monde, moi, j'étais pas là à ce moment-là, mais tout le monde a pris une pelle et une pioche pour aller sortir les gens qui étaient en pyjama. Et malheureusement, il y a eu 2 morts lors de la première avalanche. Ouais. Il y a eu notamment un des profs de l'école, et tout le monde se connaît là-bas, qui est mort, et un petit bébé. Donc, le traumatisme, il est immense dans cette communauté aujourd'hui. Et là-bas, au Svalbard, je vous garantis qu'il n'y a pas un climato-sceptique, il n'y a pas une personne qui remet en doute ce qui est en train de se passer et qui remet en doute l'importance de se bouger. Parce que là-bas, c'est une question de vie ou de mort, le changement climatique. Et donc, on a une bonne leçon, je pense, à apprendre de ce qui se passe là-haut au Svalbard, d'autant plus que, jusqu'à il y a quelques semaines, l'énergie principale de la ville, c'était le charbon. Parce que les montagnes sont blindées de charbon là-haut au Svalbard. Donc là, ça vient de changer. Petit à petit, on y arrive. Mais il y a vraiment un besoin d'action urgent. Donc pourquoi est-ce que le Svalbard se réchauffe aussi vite? Pourquoi est-ce que l'Arctique change aussi vite? C'est en lié en grande partie à ça, à la banquise. Donc la banquise, là, je vous montre un petit time-lapse qui est trop chouette, assez terrifiant, vous allez voir, qui vous montre ce que c'est que la banquise. Donc la banquise, voilà, c'est cette croûte de glace qui est présente en permanence sur l'océan glacial arctique. La banquise, pendant l'hiver, elle va prendre un petit peu plus de place. Pendant l'été, elle se rétracte, c'est tout à fait normal. Elle va suivre les changements de température de la surface de l'océan glacial arctique. Elle est tout le temps en train de bouger, donc elle se fait bouger par les vents, bouger beaucoup par les courants. Vous allez voir, il y a des endroits où elle ressort, voilà, où elle va fondre plus rapidement. Et cette banquise, en fait, elle est géniale. C'est le meilleur climatiseur que l'on a sur Terre, parce qu'elle est blanche, parce que c'est une surface pendant l'hiver qui est l'équivalent des États-Unis et de la Russie combinée. Donc la surface, elle est énorme. Et puisqu'elle est blanche, elle renvoie une partie du rayonnement solaire dans l'espace. On s'en débarrasse de la chaleur du soleil. En fait, c'est le t-shirt blanc de la planète Terre, cette banquise. Mais le problème, c'est que si elle disparaît à la place de la banquise, qu'est-ce qu'on a? On a un océan. Et lui, l'océan, il est très foncé. Lui, c'est le t-shirt noir. Et le problème, c'est que plus cette banquise disparaît, plus on a d'océan. Plus on a d'océan, plus l'Arctique se réchauffe, plus la banquise disparaît. Et donc, on a vraiment ce qu'on appelle des cercles vicieux qui se mettent en place. Là, vous êtes en train de voir le changement de type de banquise. Donc, l'âge de la banquise est en train de changer. Déjà, on est en train de la perdre en superficie, mais la banquise devient de plus en plus jeune. Quand elle est jeune, elle réfléchit moins bien le rayonnement solaire. Et là, en 40 ans, on a perdu à peu près 40%. C'est facile à retenir. En 40 ans, 40% de la superficie moyenne de la banquise. Et on a perdu les 2/3 du volume de la banquise dans l'Arctique. Et donc, c'est fou, là, vous voyez ce qui est en train de se passer. On va arriver jusqu'en 2019. Cette banquise, on est en train de l'atomiser. Plus on brûle d'énergie fossile, plus cette banquise, on est en train de la voir disparaître sous nos yeux. Et là, on a perdu quand même une surface qui est équivalente à un pays comme l'Inde. Si l'Inde avait disparu, je pense qu'on se serait réveillé déjà très vite. Mais vu que c'est tout au nord, vu que c'est dans l'Arctique, il n'y a pas grand monde, il y a quand même 7 millions d'habitants dans l'Arctique, et finalement, on l'oublie un peu, cette banquise, on ne pense pas qu'elle est importante. Finalement, je vais vous expliquer que notre quotidien, ici à Créteil, il est influencé aussi par cette banquise. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. En fait, cette banquise, donc, c'est le meilleur climatiseur de l'Arctique, je vous l'ai dit. Et pour vraiment simplifier les choses, nous, notre météo, elle est vachement influencée par les vents, évidemment, par la circulation atmosphérique, aussi océanique. Et en fait, tant que l'Arctique, il est froid, bien glacé, tant qu'il y a plein de banquises, entre chez nous et l'Arctique, on a des vents. Alors, il y a un petit peu d'anglais, je suis désolée, qu'on appelle les jet streams. C'est des vents de très haute altitude qui vont en fait garder le froid dans l'Arctique. Et nous, on garde le chaud relatif chez nous. Donc, tant qu'il fait froid dans l'Arctique, vous savez, les vents, ils fonctionnent sur des écarts de pression, sur des écarts de température. Et donc, plus l'Arctique, il est froid et plus il fait chaud chez nous, plus ces vents, ils pulsent, quoi. Donc, tout va bien. Et si ça reste comme ça, on a les saisons auxquelles on s'attend chez nous, il n'y a pas de problème. Le souci, c'est que l'Arctique se réchauffe, l'Arctique tout entier se réchauffe 3 à 4 fois la moyenne planétaire. Donc, les écarts de température diminuent.
Et en diminuant, ces vents vont commencer à ralentir. Et un peu comme une rivière qui ralentit, une rivière, quand elle ralentit, elle commence à faire ça. Elle commence à faire des méandres. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir dans l'Arctique aujourd'hui. Plus l'Arctique se réchauffe, plus ces vents se ralentissent, et plus on a une sorte de... On a l'impression un peu d'un tournesol, de pétales d'une fleur qui se forme. Et donc, comment ça se traduit chez nous? À quoi ça ressemble? Ça veut dire que chez nous, ça veut dire que la frontière, elle est beaucoup moins claire entre chez nous et l'Arctique. Donc, ça veut dire qu'on peut tout à fait avoir des grandes vagues de froid qui viennent jusqu'à chez nous. Rappelez-vous, aux États-Unis, au Texas, ils s'étaient tapés des moins 20, des moins 30, quoi, au Texas. Et ça, c'était lié à ça. Ils appellent ça le polar vortex aux États-Unis. Mais on peut aussi tout à fait avoir l'inverse. C'est-à-dire que les masses d'air chaudes vont être aspirées, en quelque sorte, par ces jet streams. Et on va se taper chez nous des canicules qui peuvent durer des jours, des semaines, des mois. Et donc l'hiver dernier, quand on avait une période de sécheresse intense, c'était lié en partie à ce qui se passe avec la banquise de l'Arctique. C'est dingue, hein? Donc finalement, tout est lié. Plus on la perd, cette banquise, plus chez nous, on a ça. Donc pour simplifier, hein. Alors j'ai fait exprès de mettre des images horribles, mais vraiment, cette banquise, il faut savoir que notre quotidien, l'influence cette banquise et qu'elle influence notre quotidien. Et aujourd'hui, il y a des études scientifiques qui nous montrent que dès les années 2030, on risque d'avoir des étés sans banquise en Arctique. Tellement que cette disparition est en train de s'accélérer. Et donc plus cette banquise, et j'espère que ça ne se passera pas, mais si on continue comme ça arrivera beaucoup plus vite qu'on le pensait. Et donc plus cette banquise elle disparaît, plus chez nous, c'est ce qu'on appelle des événements météorologiques extrêmes. Et donc si vous pensez que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant était déjà horrible, accrochez-vous, parce que vraiment on va en avoir de plus en plus. Ils risquent peut-être de devenir de plus en plus intenses, ces événements. Et derrière ces événements, c'est la santé de nos populations, c'est la santé de notre agriculture, bien sûr, c'est notre santé économique, c'est aussi peut-être des conflits entre les pays, des conflits de ressources. Et finalement, c'est ce que j'essaye moi d'expliquer au gouvernement, c'est que la sécurité nationale, qui est un sujet très important en France, mais notre sécurité alimentaire, notre sécurité énergétique, elle est derrière la banquise finalement. Donc voilà un lien très fort entre ce qui se passe très loin jusqu'à chez nous. Pour continuer un peu sur les différents types de glace, là je vous ai parlé de la banquise, je veux maintenant vous emmener sur les calottes polaires. Les calottes polaires, donc, c'est de la glace qui, elle, est sur le continent, elle est sur de la terre. Et donc on en a deux des calottes polaires. On a le Groenland que vous reconnaissez à gauche et on a l'Antarctique à droite. Et ces calottes polaires, elles détiennent un peu notre avenir aussi entre leurs mains. Vous savez ce qui se passerait si on fait fondre tout le Groenland? Qu'est-ce qui risque de se passer? Inondations monstres. Et vous savez de combien l'océan y monterait si le Groenland disparaissait? Ah, vous êtes dans les bons chiffres. Vous avez dit le bon chiffre. Ouais, c'est 6 à 7 mètres. Vous vous rendez compte? Donc si le Groenland disparaît, en moyenne sur Terre, c'est 6 à 7 mètres d'augmentation du niveau des mers. Ce ne sera pas homogène, mais ça veut dire qu'en moyenne, on aura 6 à 7 mètres. Aujourd'hui, entre 0 et 1 mètre d'altitude sur les littoraux, on a à peu près 250 millions de personnes. Entre 0 et 10 mètres, on a 1 milliard de personnes. Si l'Antarctique disparaît, de combien les océans monteraient, à votre avis? Ah, vous êtes gentil. Ouais. Vous vous rendez compte, c'est 58 mètres. Ouais. C'est affreux. Donc même si on perd une petite partie du Groenland, une petite partie de l'Antarctique, finalement, tout de suite, c'est des dizaines, voire des centaines de millions de personnes qui sont touchées. Et donc là, je vous montre encore un petit time-lapse. Bon, c'est vraiment pour les geeks, pour ceux qui sont super intéressés par les détails de ce qui se passe dans ces calottes polaires. Mais malheureusement, voilà, l'Arctique se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que le reste de la planète. L'Antarctique se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne planétaire. Et là, ce que vous voyez, c'est les zones qui sont en train de perdre plus de glace qu'elles n'en gagnent, en rouge et ocre. Et en bleu, c'est là où il y a de plus en plus de chutes de neige. Parce que là-bas aussi, en Antarctique, comme au Svalbard, quand les masses d'air se réchauffent, elles peuvent être un peu plus humides. Mais finalement, quand on fait le toto entre les chutes de la neige et la perte de glace, ces deux calottes polaires, elles perdent beaucoup plus de glace qu'elles n'en gagnent. Et malheureusement, c'est des centaines de milliards de tonnes de glace qui sont déversées dans les océans par ces calottes polaires chaque année.
Ah ouais, alors ça exactement, on pourra en parler. Mais vous avez raison. Et aujourd'hui, voilà, plus le Groenland perd sa glace, plus l'Antarctique perd sa glace, plus chez nous, c'est l'élévation du niveau des mers. C'est pas le Bangladesh, que le Bangladesh et les Pays-Bas, hein. L'augmentation du niveau des mers, c'est chez nous aussi. Donc là, je vais vous montrer une petite série de cartes. En rouge, c'est ce qu'on pourrait avoir. Donc prenez ça vraiment avec une bonne pincée de sel, hein. Aujourd'hui, on sait qu'on va avoir, quoi qu'il arrive, 1 mètre d'élévation du niveau des mers. Après, à nous de voir à quelle vitesse. À nous de décider. Si on n'améliore pas, ce qui n'est pas le cas heureusement, on pourrait avoir 1 mètre d'élévation du niveau des mers d'ici les années 70, donc 2070, donc c'est dans 50 ans. Mais ça se prépare tout de suite, hein, ce qui va arriver dans 50 ans. Donc à chaque fois, on me dit en France, il faut que je monte l'île de Ré. Donc voilà, je monte l'île de Ré, qui est ici. Et là, vous remarquez, voilà, c'est Marais-Pointe-Val, La Rochelle. Bien sûr qu'on le sait que c'est des régions qui sont à très basse altitude. C'est des régions qui, à chaque fois qu'il y a des fortes marées, qui se retrouvent déjà les pieds dans l'eau. Bah oui, ce sont des régions qui vont se retrouver les pieds dans l'eau si on ne fait rien. Mais là, c'est pratiquement plié, qu'il y a 1 mètre qui va nous arriver dessus. Là, je vous montre une autre région qu'on connaît très bien, qui est très basse altitude, Arles, la Camargue. Mais c'est des autoroutes aussi qui sont construites. Il y a énormément d'infrastructures dans cette région. C'est des terres agricoles très fragiles. Donc ça, c'est 2 mètres d'élévation du niveau des mers. Les 2 mètres, on peut les avoir d'ici la fin du siècle si on continue à brûler de plus en plus d'énergie fossile, si on continue à subventionner ces énergies fossiles. Voilà ce qu'on va avoir. Et là, je vous montre, alors c'est où ? Ah oui, là, c'est Le Havre, 3 mètres. Les 3 mètres, on peut les avoir. Au début des années 2100, alors ça nous paraît très lointain, mais finalement, les enfants qui sont nés aujourd'hui, 2100, j'espère qu'ils vont le connaître. Et donc, 2100, le port du Havre, on le sait, c'est un port extrêmement important pour toute l'économie française, pour tous les mouvements de marchandises. Le port du Havre, il n'y a pas besoin de mettre 3 mètres, 1 mètre d'élévation du niveau des mers, ça remet pas mal de choses en cause. Donc voilà ce qui se passe. Plus ces glaciers fondent, plus c'est notre quotidien qui est bouleversé. Plus c'est des terres agricoles qui vont se retrouver avec de l'eau salée qui va rentrer dedans. Et donc, voilà, exactement. Il va falloir qu'on adapte. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pousser là-dedans ? Ça va être compliqué, ouais. Mais ça veut dire que notre agriculture, et moi, voilà, je vous le rappelle, je fais un lycée agricole, où l'agriculture, quelqu'un m'avait dit, l'agriculture, il faut y penser 3 fois par jour, au petit-déj, au déjeuner et au dîner. Ouais, quoi. Et si notre agriculture, elle subit ça, il va falloir qu'on cherche de la nourriture peut-être ailleurs, qu'on repense nos modèles agricoles, et on va vraiment avoir besoin de solidarité entre les départements français, entre les régions, entre les pays, parce que sinon, on ne s'en sortira pas tout seul. Donc, c'est aussi le nord de la France, voilà, toutes les régions au nord de la France qui sont directement dans la ligne de mire d'élévation du niveau des mers. Donc, en conclusion, ce que je voulais vous montrer, c'est que finalement, déjà, la situation, elle n'est pas ultra bonne, mais aussi et surtout qu'il y a des choses qu'on ne peut pas négocier avec les glaces. La glace, quand on dépasse les 0 degrés, elle commence à fondre. Mais je voulais vous évoquer avec vous une notion qui est un petit peu technique. Mais s'il y avait un truc à retenir ce soir, c'est ça. C'est la notion des points de bascule. Vous en avez déjà entendu parler ou pas ? Un petit peu, ouais. Les points de bascule du climat. On appelle ça les tipping points en anglais. En fait, là, le graphe que je vais vous montrer, c'est sur ces points de bascule du climat. Donc là, alors c'est un petit peu effrayant et je m'en excuse, mais c'est vraiment crucial que tout le monde comprenne ces notions de points de bascule. Là, à gauche, vous avez une plâtrée d'écosystèmes, toute une liste d'écosystèmes. Vous pouvez choisir votre préféré, le Groenland, l'ouest de l'Antarctique, les récifs tropicaux, le permafrost. Le permafrost, donc, qui est ce sol gelé. Quand il dégèle, il émet lui-même des gaz à effet de serre. La banquise de la mer de Barents, autour du Svalbard, etc., etc. Ça a été publié dans Science en 2022. Donc Science, c'est le Graal absolu de publications scientifiques. C'est blindé, quoi, du moins on l'espère. Et ce que cet article nous montre, et là ça a été décrypté par The Guardian, le journal anglais, qui a rendu l'article beaucoup plus digérable, beaucoup plus digeste, et qui nous montre en fait avec ces petites boules rouges les températures, les seuils de température à partir desquels ces écosystèmes, on risque de les perdre de façon irréversible. Donc en fait, vous voyez, vous avez plein de barres verticales, à 0 degré d'augmentation de température. Là, aujourd'hui, on en est à peu près là. Voilà, 1,1, 1,2 d'augmentation de température. 2 degrés, 4 degrés, 6 degrés. Voilà, on n'espère pas du tout y aller. Et là, les petites boules rouges, ça vous montre là où on pense, nous, sur les dernières données scientifiques que l'on a, ça peut évoluer bien sûr, là où on pense que l'écosystème va switcher.
que l'écosystème, par exemple, pour la toute première ligne, l'effondrement du Groenland, on pense, et là ça vient d'évoluer, donc il y a une étude qui vient de sortir, qui place plutôt la boule rouge autour des 2 degrés, qui dirait que si on franchit les 1,5 ou les 2 degrés d'augmentation de température globale, le Groenland va commencer à s'effondrer. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas du tout la fin de l'humanité si on franchit ces points de bascule, pas du tout. C'est pas du tout la fin du Groenland du jour au lendemain, pas du tout. Mais ça veut dire que les 6 à 7 mètres d'augmentation qui sont liés à la fonte du Groenland, on se les tapera. Après, c'est juste une question de temps. Est-ce que c'est des siècles ou est-ce que c'est des millénaires? Donc on parle quand même de ces échelles de temps-là. Mais ça veut dire que, très sérieusement, ça va pousser nos capacités à nous d'adaptation vraiment à leur limite. Il va falloir cravacher pour s'adapter à tout ça. Mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il va falloir s'adapter à ça parce que ça risque de venir très vite. Et donc, où est-ce qu'on en est en ce moment? Là, voilà, on sort de la COP28. La COP28 nous a répété tous les jours, le sultan Al-Jaber nous a dit, à juste titre, que la North Star, l'étoile qui le guide pendant cette COP, c'était les 1,5 degrés. Il ne fallait pas dépasser les 1,5 degrés. Bon, très sincèrement, le petit test qui nous a pondu atomise, je pense, les 1,5 degrés. Mais aujourd'hui, donc ça, c'était juste avant la COP, donc il faut que je le mette à jour. Mais si les pays suivent leurs engagements climatiques, attention, si les pays suivent leurs engagements climatiques, voilà vers quoi on va. Donc ça veut dire que tous les écosystèmes qui ont leur petite boule rouge sur la gauche, ça veut dire que c'est plié pour eux. Donc ça, c'est horrible de se rendre compte de ça. Mais en vrai, je critique la COP28, là j'ai été un petit peu méchante, mais en vrai, s'il n'y avait pas ces COP, s'il n'y avait pas les rapports du GIEC, si on n'énervait pas un petit peu les pays, en fait, il y a une vingtaine d'années, on allait tout droit vers 4 degrés. Donc quand même, mine de rien, il y a des petits pas qui sont faits, mine de rien, pour nous. Vous vous rendez compte ici que chaque 10e de degré compte pour ces écosystèmes. Et nous, c'est pour ça qu'on rabâche que les 1,5 degrés, il ne faut pas les dépasser. Et aujourd'hui, je vous l'assure, ces 1,5 degrés, on peut encore éviter de les pulvériser. On va peut-être les dépasser quelques mois, quelques années, mais aujourd'hui, on est vraiment... La fenêtre pour éviter de dépasser les 1,5 degrés de façon stratosphérique, donc de les dépasser pendant des décennies, elle est petit à petit en train de se fermer. Elle est encore là, cette fenêtre. Mais là, franchement, pour nous, on avait vraiment besoin de la COP28, une COP efficace. On sait qu'on ne peut pas compter sur ces COP, donc on avance sans ces COP. On avance dans notre territoire, on avance dans nos villes, dans nos villages. C'est là où l'action climatique est vraiment en train de se mettre en place. Mais c'est sûr que là, si on reste sur notre trajectoire actuelle, c'est pas tout à fait la bonne. Donc là, il faut vraiment, vraiment que les choses s'accélèrent de façon drastique, de façon catégorique. Parce que finalement, quand ces écosystèmes ils disparaissent, je vous l'ai dit, ce sont des vies humaines. Mais en fait, c'est bien plus que ça qu'on est en train de voir changer. Et je voulais vous montrer une photo, moi, qui me touche à chaque fois que je la vois. Je vous ressors des archives familiales. Je vous montre une photo, là, à gauche. C'est une photo de mon arrière-grand-mère. La photo... Vous reconnaissez peut-être, c'est la mer de glace en 1916, vous vous rendez compte? Et elle a la classe, Pauline Tupin. Elle avait la vingtaine et elle a grandi dans le village où j'ai grandi, Gruffy. Et franchement, je me demande ce qui lui est passé par la tête, quoi. À Gruffy, il n'y avait que des fermes, évidemment. Il y avait son père, on racontait toujours, qui se baladait avec ses chèvres qui le suivaient dans tout le village. Et elle avait quand même de l'audace, cette Pauline. Et c'était vraiment le début du tourisme dans les Alpes. On était passé des montagnes maudites à tout d'un coup, le romantisme des Alpes. On venait quelques années auparavant d'installer le petit train du Montanvert. Et Pauline, elle a décidé de prendre son petit train. Et comme moi, je l'ai fait il y a quelques semaines, elle a pris le petit train du Montanvert, elle est allée à la gare. Et elle a descendu juste quelques marches, quelques pas, et elle s'est retrouvée les 2 pieds sur le glacier, quoi. Que moi, quand j'y étais là il y a 2 mois sur la mer de glace, j'ai pris le même petit train. Je suis arrivée jusqu'à la gare du Montanvert. Et là, qu'est-ce qu'on a devant nous? Un vertige absolu, un canyon pratiquement vide. J'ai pris un télécabine d'abord, pendant 5-10 minutes. Et depuis le télécabine, ensuite, j'ai descendu 520 marches d'escalier pour arriver jusqu'au niveau de la mer de glace. Et en fait, ce qu'on perd avec ces écosystèmes, en fait, c'est une partie de notre culture, quoi. C'est une partie de ce qui nous émerveille. Ces glaciers, ils sont extraordinaires, regardez-moi ça. Ça, c'est le sommet de la mer de glace.
Ce qu'on perd, c'est une partie de notre fierté, c'est une partie de notre identité. Et pour nous, dans les Alpes, on s'en rend compte, que notre culture change au fur et à mesure que ces écosystèmes sont en train de disparaître. Donc aujourd'hui, ce qu'on perd, c'est aussi le merveilleux de notre planète. Et c'est aussi pour ça qu'il faut se battre. C'est pas pour des statistiques, c'est pas pour des cartes qu'on se bat. C'est pour ce qui nous rend fiers. C'est ce qui nous fait pétiller les yeux, Et ça, c'est vraiment important. Parce que je vous garantis, et je suis ravie de voir qu'il y a la jeune génération dans la salle, les jeunes générations, elles vont nous juger sur les décisions qu'on a prises aujourd'hui. Elles vont nous demander, mais en décembre 2023, qu'est-ce que vous faisiez quand vous avez vu l'échec de la COP28 ? Quelle décision est-ce que vous avez prise pour essayer de préserver tout ça, pour essayer de préserver notre avenir ? Et pour terminer, je voulais vous montrer un petit poème. On parlait de poèmes tout à l'heure. Il y a beaucoup de poésie ici à la médiathèque. Et ce poème, justement, il parle de ces jeunes générations qui nous posent, nous, des questions. Alors, c'est un poème qui est traduit de l'anglais, donc ça ne rime pas. Ne jugez pas les rimes. Mais c'est un poème de Drew Dillinger. Donc ce poème, il commence comme ça. Il est 3h23 du matin et je suis réveillée. Mes arrière-petits-enfants ne me laissent pas dormir. Dans mon rêve, mes arrière-petits-enfants me demandent « Qu'est-ce que tu as fait pendant que la planète était saccagée ? Qu'est-ce que tu as fait pendant que la Terre s'effondrait ? Tu as sûrement fait quelque chose quand les saisons ont commencé à s'en mêler, quand les mammifères, les reptiles et les oiseaux disparaissaient tous. Est-ce que vous êtes descendus dans les rues pour protester quand la démocratie était violée ? Qu'avez-vous fait une fois que vous saviez ? Il est terrifiant ce poème, mais il est tellement juste. Aujourd'hui, il faut vraiment tous qu'on se pose la question, quel est le rôle que je peux jouer dans ce qui est en train de se passer ? Et on n'a pas du tout tous la même responsabilité par rapport à ce qui se passe. On sait qu'on peut vraiment commencer à se poser ces questions déjà quand on a un toit sur la tête, quand on mange 3 repas par jour. On sait que ce sont les plus vulnérables qui ont l'empreinte carbone la plus basse et que ce sont les plus vulnérables qui subissent les pires conséquences du changement climatique. Ce n'est pas les 1% des 1% qui vont être en difficulté face au changement climatique. Mais c'est sûr que c'est les 1% des 1% qui ont l'empreinte carbone la plus importante. C'est une grosse responsabilité. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de se poser la question, quels sont les outils que j'ai pour faire la différence ? Quelle est la zone d'influence que moi je peux utiliser pour, rien, juste déjà, pour parler de ces sujets autour de moi ? Aujourd'hui, en fait, on n'a pas tous les mêmes armes. Moi, mes armes, c'est mes connaissances scientifiques. Moi, c'est avec ça et mes petits bras que j'essaie de me battre et de diffuser ces connaissances. Et merci de me permettre de le faire ici ce soir, pour essayer de faire réagir et de motiver le passage à l'action. Alors, ce passage à l'action, comment on le fait ? On me demande toujours, mais moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais vous montrer quelques petits slides pour vous donner des pistes. Alors, je vais commencer par les mauvaises bonnes idées. On a l'impression que en mettant des pansements sur le climat, en mettant des pansements sur les glaciers, qu'on va pouvoir s'en sortir. Je comprends. Je jette pas du tout la pierre. Je comprends que quand on est agriculteur et qu'on n'a plus d'eau et qu'on a tout son revenu de l'année qui est dans des cultures qui sont en train de cramer, qu'on cherche des solutions. Ouais, quoi. Et pour l'instant, la seule solution qu'on leur propose, c'est quoi ? C'est de poser des méga-bassines. Je leur jette pas du tout la pierre. En fait, il faut qu'on leur propose une autre option. Entre rien, des méga-bassines, il faut qu'on arrive à leur proposer autre chose aussi à ces agriculteurs. C'est ça, la vraie solution pour l'agriculture. La FNSEA a vraiment besoin de s'ouvrir à ce qui se passe et de remettre, finalement, de réfléchir à des nouveaux modèles agricoles. Donc oui, les méga-bassines, bien sûr qu'on en pose, mais c'est vraiment pas une bonne solution. Sur le même court terme, c'est pas une bonne solution parce que cette eau, on la privatise pour d'autres écosystèmes. Et on s'en rend pas compte, mais ces écosystèmes, on en a aussi besoin. Nous, dans les Alpes, on pose des bâches sur les glaciers, on a l'impression que c'est super. Alors ça marche super bien, c'est ça le problème. Ça évite des mètres et des mètres de fonte de la neige et de la glace, mais il y a un souci. Moi, déjà, ça coûte ultra cher, c'est ultra lourd de recouvrir des glaciers. 10% des terres émergées sur Terre, c'est des glaciers. Donc, allez recouvrir 10% des terres émergées. Mais le souci principal, c'est déjà que ça coûte cher, que c'est lourd à installer, mais que ces bâches, en grande partie, elles sont faites de plastique.
et qu'avec le rayonnement UV à forte altitude, à 3000-4000 mètres d'altitude, elle se dégrade, ces bâches. Et en se dégradant, elle balance des microplastiques de partout. Donc c'est un cocktail chimique en fait. Hein. Et ouais, c'est bien de la bouse. Et en fait, pareil, je leur jette pas la pierre hein, quand on a une station de ski, quand on a une grotte sur la mer de glace et que c'est 1 million de visiteurs par an. Mais réfléchissons. Hein, on n'est pas bêtes. Réfléchissons en fait aux conséquences et le fait que peut-être que les conséquences des microplastiques, on les voit pas là, mais en fait, on les voit tout le long en aval, tout le long de ces ruisseaux, de ces rivières et de ces fleuves qui prennent naissance dans ces glaciers. Et moi, mon cheval de bataille en ce moment, c'est tout ça. Alors ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ? Cette science-fiction, c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Donc là, on est en train de se dire, et là, à la COP, ils étaient très présents, ça m'a beaucoup énervé. Il y a plein d'idées, alors complètement farfelues, qui disent, alors attendez, en fait, pour refroidir le climat, ce qu'on pourrait faire, c'est balancer des particules dans la stratosphère, du soufre par exemple. Donc ça bloquera une partie du rayonnement solaire sur Terre et donc les températures diminueront. Bah ouais, bien sûr que les températures diminueront, ouais, mais pas de souci. Mais le problème, c'est qu'ils veulent faire ça dans l'Arctique. Dans l'Arctique, il y a 7 millions d'habitants. Je pense qu'ils sont très contents d'avoir du rayonnement solaire quand même, vu qu'il fait déjà nuit une partie de l'année. Mais quel que soit l'endroit où on va le faire, bah malheureusement, par réaction chimique, ça risque de créer des pluies acides. On sait que s'ils font ça dans l'Arctique, ça va perturber le cycle de la mousson en Inde. Et je pense que s'il n'y a plus de mousson en Inde, ça risque d'être compliqué pour pas mal de raisons. Donc oui, réfléchissons bien quand même à ne pas faire ça. Là, je discutais avec eux et ils avaient une idée qui était complètement dingue, de mettre des rideaux sous-marins autour de l'Antarctique pour pas que les eaux chaudes, les océans qui se réchauffent de plus en plus vite, tapent contre l'Antarctique et fassent fondre la calotte polaire par-dessous. Ok, super. Comment on va les construire, ces rideaux sous-marins qui feraient 100 à 200 mètres de hauteur, des dizaines, voire des centaines de kilomètres de long, dans les 50e hurlants, ou les 40e hurlants, 50e rugissants. Qui va payer ça ? Qui va prendre la décision de mettre en place ces stratégies complètement farfelues ? Qui va payer pour les réparations s'il y a un problème ? Comment est-ce qu'on ira les enlever, ces rideaux sous-marins en Antarctique ? Donc, ça soulève énormément de questions légales, mais aussi éthiques et morales, cette géo-ingénierie. Donc, malheureusement, il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique pour sauver notre climat et se sauver nous-mêmes. Ça passe vraiment par ces énergies fossiles et ça passe vraiment par des actions au quotidien. Et ça, j'adore ce petit graphe. Excusez-moi, je prendrai votre question juste après. Aujourd'hui, on est vraiment là-dedans. Vous en avez déjà entendu parler, ça j'en suis sûre, le triangle de l'inaction. Et franchement, je comprends. Hein. En fait, entre le gouvernement, les élus, entre les industries, les entreprises et les citoyens, on est tous comme ça. On est tous à se pointer du doigt. Moi, je vais voir les gouvernements régulièrement. Bah, la COP, j'ai tout tenté. Je vais voir les gouvernements et donc je leur dis, voilà, ça, on n'est pas tout à fait sur une bonne trajectoire. Il faut vraiment accélérer le mouvement. En France, on est vraiment en train de prendre la bonne direction, mais il faut vraiment que ça s'accélère. Et les gouvernements vous disent, mais oui, mais nous, en fait, on n'y arrive pas tant que les citoyens ne se réveillent pas. Alors ensuite, on va voir les citoyens, comme on le fait ce soir. Et les citoyens, alors là, c'est vraiment là où les choses bougent. Il y a énormément d'actions qui sont mises en place sur les territoires. Mais dans beaucoup d'endroits, ils nous disent, ouais, mais attendez, vous avez vu les industries qu'on a à côté de chez nous ? Vous avez vu ces pollueurs-là qui sont en train de nous atomiser la qualité de l'air ? Eh ben oui, je le comprends. Moi aussi, des fois, je rouspète et je pointe du doigt. Mais on a vraiment, vraiment besoin de dépasser tout ça. On a vraiment besoin, et c'est dur, hein, de se tendre la main plutôt que se pointer du doigt. Et d'aller accompagner. Nos élus, ils vont pas y arriver tout seuls, quoi. Allez voir votre conseil municipal. Les jeunes, allez botter les fesses, là, des élus. N'hésitez pas à les accompagner, ils n'y arriveront pas tout seuls. Et après tout, c'est pas des experts, hein. C'est pas des climatologues et des glaciologues, et tant mieux. Mais c'est des experts de comment est-ce qu'on peut faire changer les choses dans le territoire. Les entreprises, quand on est dans la vie active, c'est là où on passe le plus clair de son temps éveillé. Les entreprises, il y a des leviers d'action de dingue qui se sont mis en place en ce moment. Hier, j'étais dans les montagnes et j'ai rencontré à peu près 300 chefs d'entreprise qui participent à la Convention des entreprises pour le climat. Là, ça faisait 10 mois qu'ils travaillaient. Alors, c'est pas du greenwashing. Là, je vous dis pas à quel point on va les chercher par la peau des fesses. Ils mettent en place une feuille de route extrêmement stricte
pour suivre l'accord de Paris, donc réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 43% d'ici 2030. Et c'est flippant quand on a des chefs d'entreprise. Et il y en a qui sont plus rapides que d'autres, il y en a qui font la trace, il y en a qui traînent les pieds. Mais il faut vraiment qu'on arrive à les accompagner, parce qu'eux aussi n'y arriveront pas. Et c'est aussi à nous de tacler ce greenwashing, de plus accepter en fait le fait que oui, on mette des pailles en papier, le fait que l'on mette plus de verres de café en plastique. Non, il faut vraiment qu'on fasse une transformation de fond. De toute façon, on le sait que derrière ce changement climatique, c'est tout notre système économique, c'est tout notre système de valeurs, c'est le capitalisme en quelque sorte. On le sait. On sait que tant qu'on mesure la valeur des choses à leur valeur économique, tant qu'on accorde de l'importance basée sur une croissance économique illimitée, on n'y arrivera pas. Tant qu'on n'a pas compris que la planète elle est limitée, que ses ressources elles sont limitées, que le Groenland, si on dépasse les 2 degrés, il commencera à s'effondrer, on n'y arrivera pas. Donc on a vraiment besoin en fait de changer sa façon de voir ce qui se passe et de remettre en cause les valeurs qui nous animent nous au quotidien. Donc une entreprise, elle a beaucoup d'efforts à faire et tant qu'elle mesure son progrès, son succès sur une valeur économique, on n'y arrivera pas. Mais ce qui est clair dans tout ça, c'est qu'on n'y arrivera pas sans éducation, et je vais terminer là-dessus. On n'y arrivera pas sans diffuser ses connaissances. C'est pour ça que des médiathèques, c'est crucial. C'est pour ça qu'on a besoin de faire de l'éducation à tous les niveaux, petits et grands, élus, non élus, petites et grandes entreprises. On a vraiment besoin d'embarquer tout le monde. Et moi, on me dit toujours, mais Heidi, il faut vraiment que tu ailles voir les jeunes générations. Ah, il n'y a pas de problème, hein. Je vais aller voir les jeunes générations. Ils sont au taquet. Hein. La plupart, pas tous, il y en a beaucoup il y a beaucoup d'irrégularités dans l'éducation des jeunes générations. Il y en a certaines qui ont vraiment beaucoup d'accès dans la science. Il y en a qui ne voient jamais de scientifiques, qui n'entendent pas parler du changement climatique. Aujourd'hui, l'éducation nationale est très en retard sur le sujet du climat. Mais alors là, il y a un énorme effort à faire. On essaie de les pousser, mais on a vraiment besoin d'embarquer tout le monde. Et donc cette phrase, je l'aime énormément. C'est une phrase de Baba Dioum, qui est un ingénieur sénégalais, qui nous dit qu'on protège ce que l'on aime, on aime ce que l'on comprend, ça c'est vrai, et on ne comprend que ce qui nous a été enseigné. Et donc j'adore cette phrase, parce que cette phrase, c'est un petit chemin. Hein, on parle du cœur au début, et ben finalement, pour qu'on touche le cœur, ben, il faut qu'on nous l'ait expliqué. Et moi, je parle des glaciers, hein, je ne parle pas des baleines et des pandas. C'est un sujet qui est très alien, les glaciers. Et ben, tant qu'on ne nous a pas expliqué à quoi ça sert un glacier, ben, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de les protéger? Donc l'éducation, l'éducation, l'éducation. Dans les communes, dans les médiathèques, dans les entreprises, il faut qu'on pulvérise l'éducation au changement climatique, à la biodiversité, aux inégalités sociales, tout est lié. Il faut vraiment qu'on continue à faire cette éducation pour tous. Et merci encore l'opportunité de le faire ce soir. Merci à vous. Je vous montre des petits icebergs. Les petits icebergs du Groenland, là. J'avais vu un reportage justement sur le plus vieux iceberg du monde qui est en train de se... Ah ouais. de 86. Ouais, exactement. Comment il s'appelle? A23A ou un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est assez fascinant, en fait, ces icebergs. Ils peuvent être énormes. Celui-là, il est particulièrement gros. Et en fait, ces icebergs, ils fondent un petit peu dans tous les sens. Ils fondent par-dessous ce que l'océan se réchauffe, ils fondent par-dessus ce que l'air se réchauffe. Et donc, des fois, ils se coincent comme ça quand les fonds sous-marins ils sont pas très profonds. Et vu qu'ils fondent et qu'ils deviennent un petit peu plus légers, au bout d'un moment, ils se décoincent. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour le A23A. En fait, il était coincé pendant longtemps et là, il commence à se redéplacer. C'est tout à fait normal. Ouais. C'est pas surprenant qu'il se bouge, cet iceberg. Bon, après, le problème, c'est on va voir où il se coince la prochaine fois. Donc, il risque de se coincer près de certaines îles, notamment la Géorgie du Sud. Et le souci, c'est qu'il y a vraiment des millions de manchots en Géorgie du Sud. Et en fait, les manchots, eux, pour tout ce qui compte pour un manchot, c'est la distance entre son nid et la bouffe. Et le problème, c'est que si on met un iceberg qui fait des dizaines de kilomètres de long et large entre les deux, ça risque vraiment de bouleverser son quotidien et vraiment de décimer en fait des colonies entières. Ouais. Donc A23A à surveiller. Ouais. Vous avez des petites questions, des commentaires, des réactions? Je crois qu'on a un moment pour le faire. Je t'en prie. J'adore ce titre. Ouais.
Ouais. Exactement. Ouais, c'est trop marrant quoi. L'autre matin, ouais, ma mère m'a envoyé des textos en me disant mais tu dois être super contente, il paraît que c'est une COP historique. Elle met en lettres majuscules, elle m'a envoyé ça dans des textos. Ça me faisait très plaisir qu'elle m'envoyait ça. Alors, par où commencer? Ouais, en fait, c'est jamais tout noir ou tout blanc une COP. Déjà, je vais vous raconter très brièvement comment ça fonctionne une COP. Donc, c'est voilà, une fois par an, c'est toujours à la fin de l'année. Ça change de pays, de continent en fait à chaque fois. Ce qui est très difficile, c'est que c'est le fonctionnement de l'ONU. Donc, c'est l'ONU qui régit tout ça. Et en fait, les décisions sont prises par consensus. Donc là, on avait 198 pays dans la même salle. Et en fait, rien que nous, là, si on essaie de se mettre d'accord sur ce qu'on doit manger ce soir, je suis sûre qu'on ne serait pas d'accord. OK ? Imaginez donc 198 pays qui doivent se mettre d'accord sur des centaines de points différents. Forcément, tout le monde n'est pas d'accord. Donc, c'est complètement normal. Donc, on s'attend à ça. On s'attend à des trucs qui sont négociés, qui sont un peu parfois même dilués. Et là, c'était une COP vraiment très importante parce que c'était la première fois qu'on faisait le bilan de l'action des pays depuis la COP 21 de Paris. Ouais. Donc, on appelle ça le Global Stock Take. Voilà, c'est le terme technique. Donc, on fait le stock, donc on fait le bilan en quelque sorte des actions qui ont été mises en place. Et là, en fait, ce qui est très bien, c'est que cette COP a dit on fait le bilan qu'on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire. Voilà. D'ici 2030, on doit réduire globalement nos émissions de gaz à effet de serre de 43%. Si on suit les stratégies qu'ils ont mises en place, on réduit de 5%. Donc ça nous fait une belle jambe, mais ça ne suffit pas. Donc ça, c'était vachement important de le dire et de l'inscrire dans les textes. Ça se passe comme ça, les COP, ça se joue au mot près, au texte près. Ensuite, cette COP, le sultan Al-Jaber, qui est le président de la COP cette année, arrêtait pas de dire ça va être la COP qui va nous permettre de sauver les 1,5 degrés, donc la North Star, voilà, notre étoile vers laquelle on va, notre étoile du berger. Il arrêtait pas de le répéter, et en fait, il arrêtait pas de répéter l'importance de la science. Et nous, en fait, ça nous a fait du bien d'entendre ça, parce que il y avait 90 000 participants, il y avait 0,5% de scientifiques. Et 2500 lobbyistes du gaz et du pétrole qu'on connaissait. Mais je pense qu'ils étaient beaucoup plus nombreux. Largement plus de lobbyistes. En fait, la COP, c'est assez récent que les scientifiques aillent à la COP. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, notre travail, nous, pour ces COP, c'est de pondre des rapports du GIEC. Et une fois que le rapport est fait, le travail est fait en quelque sorte. Donc, on donne les rapports du GIEC. Et en fait, moi, la première COP où je suis allée, c'était il y a 5 ans, les gens hallucinaient de croiser une glaciologue. Et moi, j'hallucinais qu'ils hallucinaient. C'était très bizarre. Et donc, l'objectif, c'est ensuite de créer un texte de décision, d'action pour encourager les pays, voire pour essayer de vraiment leur botter les fesses, pour vraiment mettre les choses en place. Et je vous raconte les coulisses, donc je prends le temps, je m'excuse. Mais ce qui s'est passé, c'est que le sultan Al-Jaber a dit la COP, elle est pliée mardi à 11h. Moi, je veux pas que ça dure plus longtemps. Et donc, lundi soir, on a un premier brouillon qui sort. Et en fait, c'était un moment complètement fou parce que on reçoit un email, on est tous convoqués dans la salle plénière. La salle plénière est ultra impressionnante. On peut mettre des centaines et des centaines de personnes dedans. La table, le pupitre, il fait 50 mètres de long. C'est vraiment terrifiant. Et en fait, ils nous invitent à une soirée un peu inspirational. Donc, il y a plein de gens qui vont parler. Bertrand Piccard, il y avait des communautés autochtones. Et il y avait un spectacle un peu musical aussi. Et moi, j'étais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je veux dire, on est là pour bosser, quoi. On est là pour un texte. Et donc, on est tous assis. Moi, je surveille Twitter beaucoup, même si c'est très critiquable. Au moins, les choses sortent vite. Et tout d'un coup, je vois des journalistes, pendant qu'un rappeur était en train de rapper sur scène, le texte sort. Et franchement, je pense pas que ce soit complètement un hasard. Donc, le texte sort et tout le monde est en train de clapper dans les mains et tout. Et moi, je regarde le texte et j'essaie de décrypter le plus vite possible sur mon petit téléphone. Et je vois, le premier truc que je recherche, est-ce que énergie fossile est mentionnée ? Et je vois que énergie fossile est mentionnée. Et en fait, ça paraît très bête, mais c'est la COP 28 et jamais énergie fossile était mentionnée. Et ça, c'est un grand succès du gaz et du pétrole et du charbon, parce qu'en fait, ils préfèrent mentionner émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce que ça ne remet pas en cause la production, l'extraction, ça remet en cause vos activités. Ça remet la faute sur l'individu. C'est quand même génial comme stratégie de communication. Donc jusqu'à maintenant, l'accord de Paris, on ne parle que d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, fossil fuels, énergie fossile était dans le texte. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit que c'était une COP historique. Oui, voilà, on a posé 2 mots dans le texte, très bien. Mais je vous assure que le reste du texte, et c'est Al Gore qui l'a dit, on a l'impression que c'est les lobbies qui l'ont écrit.
Et donc, quand le premier brouillon est sorti, le brouillon était tellement, mais abominable. J'ai jamais vu un texte pareil de ma vie. En fait, il y avait une liste d'actions qui était très bien, qui était listée. Voilà, il faut réduire ça, on peut faire ça, énergie renouvelable et tout. Et en fait, quand on remonte le texte, on voit que toute cette liste d'actions, elle était placée sous une phrase, la phrase qui tue, qui dit « Oui, en fait, les pays, s'ils le veulent, peuvent faire ça. » Et en fait, donc tout le reste du texte ne servait à rien. Et il y en a qui ont dit que c'est comme si c'était un menu de restaurant. En fait, tu choisis ce que tu as envie de faire ou pas faire et tout. Voilà. Et c'est pas contraignant, ça c'est très important. Le texte n'est jamais contraignant. Et là, tout est là. Voilà, tout est là. Donc, si c'est pas contraignant, on s'en fout. Et donc, ce qui s'est passé, furie. J'ai jamais vu ça à la COP. Furie, mais énorme. Après le rappeur, tout d'un coup, tout le monde s'est énervé. Et des pays ont demandé à prendre la parole, alors que c'était pas du tout le moment. Et donc, notamment, les communautés autochtones ont demandé à prendre la parole. Et en fait, c'était pas du tout le moment de discuter le texte. C'était le moment pour remercier les Émirats Arabes Unis de leur accueil, de leur hospitalité. Et là, il y a une nana qui a pris la parole, mais elle les a atomisés. Elle a dit, excusez-moi, je sais qu'on n'est pas là pour parler du texte, mais what? C'est quoi là qu'on vient de recevoir? Et donc, il y a eu, en fait, ce qui était assez formidable, et ça c'était historique aussi, une réaction ultra violente de beaucoup de pays. L'Union européenne a dit on ne signe pas ce texte. Et il faut que chaque pays signe. Le Royaume-Uni, les États-Unis, ce qu'on appelle les Small Island Nations. Donc évidemment, Tuvalu, Vanuatu, Samoa, voilà, toutes ces petites îles. Pour elles, c'est un arrêt de mort. Alors le Brésil, une posture très intéressante. Le Brésil est en train d'ouvrir 600 licences au gaz et au pétrole. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc, énorme furie. Toute la nuit a été passée à négocier. Le lendemain matin à 11h, bien sûr qu'ils n'avaient pas de texte. Donc, à Jaber, ses vacances étaient peut-être un peu retardées. J'exagère. Mais ça a pris encore une journée, encore une nuit. Et le lendemain matin, moi, j'étais rentrée en France. Et en fait, le lendemain matin, la séance plénière ouvre. Et sur YouTube, c'est écrit Closing Ceremony. Donc, la cérémonie de clôture. Je me dis, donc ça veut dire qu'ils se sont mis d'accord. J'étais vraiment étonnée, vu à quel point les gens s'étaient énervés. Et donc, à Jaber, on en parlait tout à l'heure. Donc, le président arrive sur scène. Il fait 2 mètres. Il est ultra impressionnant. Et donc, il s'assoit à table et tu sens quand même un gros flottement, quoi. Tu sens que c'est super tendu, quoi. Ça passe ou ça casse. Et donc, il ouvre la séance très solennellement et il dit, voilà, nous allons parler du texte du Global Stocktake. Il va falloir voter si le texte passe ou pas. Je ne vois aucune objection. Le texte est accepté. Sans déconner, ça s'est passé comme ça. Et moi, je regardais sur YouTube, je dis, attends, j'ai cligné des yeux là, qu'est-ce qui s'est passé? Et vraiment, ça s'est passé comme ça. Je pense qu'il voulait à tout prix que le texte passe. Et après, la cérémonie continue. Il y a d'autres textes qui doivent être validés, qui doivent être acceptés. Ça passe, ça passe. Il fait un discours incroyable. Alors, le discours est magnifique, qui a été repris donc instantanément par tous les journalistes. Moment historique. La North Star, les 1,5 degrés, nous y arrivons. Merci à tous les pays. Les Émirats Arabes Unis lead l'action contre le changement climatique. Et tout. Le discours est impeccable. Hein. On a vraiment l'impression d'avoir assisté à un truc qui va changer l'avenir de l'humanité. Et ensuite, 3/4 d'heure après, moment incroyable qui se passe. Alors là, vraiment, qui m'a soufflé, c'est que on voit qu'on lui parle à l'oreille et tout, et il dit « Ah, j'ai l'impression qu'il y a des pays qui veulent prendre la parole. » Et en fait, les pays, normalement, prennent la parole juste à la fin pour remercier les Émirats. Et là, qui prend la parole? Samoa. Oh! Alors je me dis, attends, là, il se passe un truc. Forcément, il va se passer un truc. Et donc, Samoa prend la parole. Excusez-nous, qu'est-ce qui vient de se passer? Et on voit Jaber. Qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que, en fait, nous, on n'était pas dans la salle quand vous aviez validé le texte. On était bloqués dans le transport en commun, dans les bouchons. Et en fait, nous, jamais on aurait laissé passer le texte, quoi. Ce texte, c'est notre arrêt de mort, ce texte, s'il passe. Et donc, je suis désolée, mais j'ai bien compris que le texte avait été accepté, mais est-ce qu'on peut se reposer la question? Parce que nous, vraiment, on a une objection et on n'est pas les seuls. Et c'était dingue ce moment-là, parce que là, je vois tous les conseillers qui se rapprochent de Al-Jaber. Il y a une standing ovation dans la salle quand même. Tout le monde se lève. Sur YouTube, ils coupent le micro, parce que sinon, on entendait tous les applaudissements et tout. Et moi, je me dis, mais attention, ça, c'est historique. Est-ce que le texte va quand même passer ou pas? Et voilà, Al-Jaber reprend le micro. Merci beaucoup, nous prenons bonne note de vos commentaires. Next. Voilà.
Et ça, voilà, c'est pas la première fois qu'il passe un peu un texte en force, mais là, c'était vraiment, vraiment, vraiment limite. Ouais, alors là, c'est passé en force, et donc je sais pas comment, finalement, ils sont arrivés à faire une entourloupe pour que, finalement, même Samoa valide ce texte-là. Alors, les États-Unis, c'est très compliqué, ouais. Les États-Unis, ils poussent certaines choses, ils reculent sur d'autres. Et finalement, John Kerry a fait un discours, merci les Émirats Arabes Unis, c'était une COP extraordinaire, historique, machin. Mais en fait, ces COP, voilà, à quoi ça sert? En fait, ces COP, il faut bien comprendre moi, en France, il y a énormément de bashing de ces COP. N'oublions pas qu'à ces COP, vous avez des jeunes qui ont 15-20 ans, qui viennent de Tuvalu, qui viennent de Samoa et qui passent 15 jours, mais à se battre. C'est ça aussi, ces COP. C'est pas que des gens qui vont à Dubaï, qui prennent l'avion pour se prélasser au soleil. Pas du tout. Ces COP, c'est la guerre, quoi. C'est vraiment la guerre pour faire bouger les choses. Et certes, ce texte, il n'est pas parfait, loin de là. Il a quelques éléments intéressants, la plupart qui sont vraiment très moyens. Mais ce texte, il est important. Mais ce qui est important à ces COP, en fait, c'est tout le reste. Ce qui est important à ces COP, c'est de comprendre que cette COP, il faut arrêter d'attendre un miracle. Et là, il y a plein de choses qui sont passées à côté. Et c'est ce que j'essaie de dire. J'ai une petite chronique sur France Culture. Et j'essaie de dire qu'en fait, à la COP, on se rend compte qu'il faut mettre des choses en place à côté. Et donc, il y a plein de moratoires qui sont développés. Et notamment, là, il y a un traité vraiment super. Moi, j'adore comment ils ont mis en place un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Vous connaissez la non-prolifération des armes nucléaires? Eh bien, les énergies fossiles, elles tuent 7 millions de personnes par an, juste par rapport à la qualité de l'air. Alors, elles nous rendent tout un tas de services aussi, il ne faut pas dénigrer. C'est grâce à elles qu'on se chauffe, qu'on a de la lumière, qu'on a des téléphones et qu'on les recharge, bien sûr. Mais avec la pollution de l'air, c'est 7 millions de personnes par an qui meurent de la qualité de l'air. Et donc, ce traité-là, il est génial. Et ce traité-là, pendant la COP, mais il a pris une ampleur de dingue. Parce que tout le monde s'est rendu compte qu'il ne fallait rien attendre du texte final. Et donc, je ne vous dis pas le travail de lobbying qu'il y a eu pour ce traité. Et moi, je suis convaincue que c'est par toutes ces autres idées alternatives qu'on va faire bouger les choses. Et donc, ce traité-là, la Colombie a été un des premiers pays à le signer pendant la COP. Et a dit, nous, les énergies fossiles, c'est plié, on n'en veut plus. On ne va pas l'arrêter du jour au lendemain. Mais on arrête de les financer, on arrête de les subventionner, on arrête de faire de l'exploration, on arrête. Et c'est ça qui est quand même important pendant ces COP. C'est qu'en fait, de se rendre compte que, arrêtons d'attendre un miracle de ce texte final, mais bougeons-nous pour toutes ces autres solutions alternatives qui se passent autour. Après, je ne suis pas convaincue qu'il y ait besoin de 90 000 personnes à chaque COP. Je ne suis pas du tout convaincue qu'il y ait besoin que ça se passe à Dubaï. Non, ça c'est sûr. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à critiquer, mais il y a plein de petits moments magiques, mine de rien, qui se passent pendant ces COP. Et ces moments magiques, ils pourraient que se passer pendant ces COP où on a tous les pays du monde entier qui se rassemblent. Merci beaucoup, parce que je crois on vient de vivre un moment magique, en tout cas un des moments les plus généreux et qui se soit passé dans cette salle. Merci Donc, infiniment. sur un sujet grave, c'est exactement chouette de le vivre avec autant de vivacité, de générosité et de simplicité dans l'explication. Donc, merci, c'est super gentil. Merci beaucoup. Et merci infiniment. Et si vous avez encore des questions, on peut papoter. Je reste dans les parages. Donc, voilà, il y a la table de dédicace juste à l'extérieur. Allez. Et puis pour clôturer ce voyage dans le Grand Nord, on vous invite dimanche à découvrir des contes givrés. Oui, voilà. Si vous avez envie de venir écouter de jolies histoires qui vont vous faire repenser au Svalbard et à quel point on a besoin de protéger les glaciers, nous aurons la conteuse Monia Liori qui va proposer des contes givrés pour le public familial, donc des enfants à partir de 5 ans. Il me semble. Génial. Voilà, donc ce sera à 16h dimanche et ce sera notre dernier événement pour mettre le cap au nord. Merci beaucoup. Merci.